bonsoir. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et 4. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et 4 autres chefs d'État et de gouvernement ont été reçus ce matin au palais de l'Élysée par le président français. Les échos de cette rencontre de Paris dans un instant. Enseignement technique, 40 nouveaux boursiers guinéens s'envolent pour le Maroc. Ils vont renforcer leur formation dans les filières du tourisme et de l'hôtellerie. Fait divers avec cette affaire de viol à Mandiana, 4 jeunes hommes ont abusé d'une jeune fille de 14 ans. Les présumés auteurs sont actuellement à la gendarmerie de Mandiana dans l'attente de leur procès. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République en compagnie de 4 autres chefs d'État africains et de gouvernement était ce matin au palais de l'Élysée. Objectif, discuter avec le président français de la question des énergies renouvelables en Afrique. Compte rendu, Sanassi Keita. À quelques heures de la conférence internationale sur l'immigration à Malte, le président de la République française reçoit 5 chefs d'État africains et de gouvernement. Objectif, discuter de la question des énergies renouvelables en Afrique et de l'accès surtout des Africains à l'énergie. Vous avez tous compris que la question des énergies renouvelables en Afrique et de l'accès des Africains à l'électricité renvoyait à un enjeu climatique, mais un enjeu de développement et j'allais dire de dignité. Est-ce qu'on peut laisser encore un continent dans l'ombre, dans l'obscurité? Est-ce que l'on peut dire que ce continent, et je le pense, est l'avenir du monde sur le plan de sa vitalité et aussi sur le plan de son développement économique, et prendre autant de temps avant de lui apporter les infrastructures indispensables? Nous sommes devant un enjeu planétaire. Et c'est ce que nous avions voulu dire avant les grandes échéances, ensemble. Et demain, je ne souhaite pas que les Européens soient simplement dans une gestion des flux migratoires, dans les barrières, par ailleurs parfois nécessaires, qu'il faut introduire pour empêcher, notamment dans les pays de transit, les mouvements de population. Évitons les transits. Faisons en sorte qu'il y ait du développement, de l'activité, de la croissance. Pour le président de la République du Gabon, le développement de l'énergie en Afrique est une question de responsabilité des uns et des autres. Il faut comprendre que le développement de l'énergie, qui rentre dans le cadre de tout ce que nous allons faire pour la COP21, aujourd'hui, met surtout en avant la responsabilité des uns et des autres. Et c'est le mot-clé, celui de la responsabilité. Personne ne peut agir dans son coin tout seul. Le temps n'est plus à pointer du doigt pour savoir qui est responsable, qui ne l'est pas. L'échec de Paris sera notre responsabilité à tous. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est ravi de cette initiative de son homologue français. J'avais dit à Rio 20 à mes collègues qu'ils seront très surpris par le président Hollande. Et quand j'entends des éloges de tous les chefs d'État africains, je suis le plus heureux, donc je ne vais pas en ajouter. Je sais qu'on peut compter sur Hollande, on peut compter sur les ministres d'État, Laurent Fabius et Ségolène Royal. Disons que je suis le plus heureux de tous les chefs d'État, parce qu'à Rio 20, j'avais dit à la réunion des chefs d'État que Hollande va les surprendre. Et je suis très heureux de voir tous les éloges qu'ils nous font. Et deuxièmement, nous avons dit que c'est l'électricité qui va être fondamentale, donc je ne vais pas allonger. Je suis tellement heureux que je préfère ne rien dire parce que je suis fier de ce que tu as fait, de ce que tes ministres font, parce que ça me rend heureux, parce que je l'ai dit au chef d'État africain à Rio 20 et tu as démontré que ce que j'ai dit est vrai. Demain, mercredi 11 novembre 2015, le président de la République, professeur Alpha Condé, prendra son vol pour Malte. Malte, où il sera aux côtés de ses homologues européens et africains pour prendre part à la conférence internationale sur l'immigration.
Une vingtaine de blessés et de nombreux dégâts matériels. C'est le bilan de la tentative d'évasion des prisonniers qui a eu lieu hier à la maison centrale de Conakry. Une enquête judiciaire est ouverte pour situer les responsabilités. Le procureur de la République a fait le point complet de la situation ce matin. Les précisions avec Tierno Younoussaba. Ce lundi 9 novembre, des troubles ont éclaté dans l'enceinte de la maison centrale de Conakry. Ces troubles étaient manifestement liés à une tentative d'évasion des détenus. Un jour après, le parquet général de Conakry se prononce. Le samedi 7 novembre, le garde pénitentiaire Patlé Kononou transportait dans son sac une importante quantité de chambres indiennes destinées à un réseau interne au sein de la population carcérale. Le lundi 9 novembre, au cours de son compte-rendu matinal, le gardien-chef a révélé au régisseur la détention de la drogue par 2 détenus. C'est ainsi qu'immédiatement, il a fait appel au nommé Mohamed Silla alias Dédé et Mohamed Sissé alias Déguini, tous détenus. Mohamed Sissé reconnaissait les faits et dénonçait certains de ses co-détenus. Le régisseur, accompagné de Mohamed Silla, s'est rendu dans le bâtiment où se trouvaient les pensionnaires dénoncés, à l'effet de procéder à leur identification. En réaction à cette décision, les détenus se sont révoltés contre le régisseur qui, pour se protéger, a tiré 2 coups de sommation à l'aide de son pistolet. Malgré cela, la foule surexcitée n'a pas obtempéré, s'est livré à saccager les installations et tenter de s'évader. Ce mouvement a occasionné 23 blessés, dont un gendarme, un garde pénitentiaire et des dégâts matériels importants. A signaler qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Déjà, l'enquête judiciaire engagée suit son cours. Le parquet général, face à cette situation, a déjà fait interpeller par la direction centrale de la police judiciaire les gardes pénitentiaires ayant introduit la drogue dans l'établissement pénitentiaire, tout en ordonnant l'ouverture d'une enquête relative aux armes. Soucieux du maintien de l'ordre de la paix publique, le procureur général près la cour d'appel de Conakry a, au nom du garde des Sceaux, salué l'effort fourni par les forces de défense et de sécurité pour ramener le calme dans la cité. Toutefois, Moundio Chérif rassure les populations de Conakry et félicite particulièrement les citoyens de Coronti pour leur assistance. Toujours dans le même dossier, une réunion d'urgence s'est tenue à la primature autour de cette tentative d'évasion des prisonniers de la maison centrale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a été informé du déroulement de l'événement, même si les enquêtes ont été lancées. Reportage Ousmane Bangoura. Cette rencontre est une initiative du Premier ministre, chef du gouvernement. Il a été question au cours de la rencontre de plancher sur tous les aspects relatifs à la tentative d'évasion des détenus de la maison centrale de Conakry. C'est pourquoi le Premier ministre, Mohamed Seïd Fofana, a tenu à écouter tous les acteurs impliqués dans la gestion de la maison centrale. N'eût été hier l'efficacité, la promptitude de nos forces de défense et de sécurité, et nous ne serons pas là, car ils ont été efficaces. 1500 personnes dans une maison comme ça qui déferlent, qui tentent de s'évader, pour les maîtriser, ce n'est pas facile. Dans cette action, il y a eu beaucoup de dégâts. Donc après une journée aussi houleuse, le Premier ministre a cru devoir inviter tous les acteurs de la justice et de la sécurité autour de lui pour tirer les leçons afin de prendre des dispositions urgentes pour la sécurisation des prisonniers au niveau de la maison centrale. Avec toutes ces dispositions prises par les services compétents en la matière, les enquêtes se poursuivent en vue d'éclairer la lanterne des uns et les autres par rapport à cette tentative d'évasion des détenus de la maison centrale. Il faut souligner que la population de Coronti a collaboré avec les forces de sécurité pour signaler les fugitifs. C'est pour saluer ces actes de civisme que le gouverneur de la ville de Conakry s'est rendu dans ce quartier populaire. Toutefois, la population sollicite du gouvernement l'achèvement des travaux du site de Yorokogia. Reportage Moussa Bangoura.
Au sortir de la réunion d'urgence à la primature, le président du conseil de ville félicite la population riveraine pour sa collaboration avec les services de sécurité. J'exhorte chacun et tous à poursuivre cette coopération civilo-militaire dans la lutte contre le grand banditisme et toutes les formes de travers sociaux dans la ville de Conakry pour un esprit de paix et de quiétude au bénéfice de l'ensemble des populations. La tentative d'évasion des prisonniers de la maison centrale a secoué le quartier corontin. Ce matin, les populations plaident pour une délocalisation de cette maison de haute sécurité. Au début de la semaine, les gens vaguent à leur préoccupation et qu'il y ait des coups de fusil. Vous voyez que ce que ça fait. Donc, on demande humblement auprès de l'État qu'on essaie de transférer cette maison centrale ici. Moi, mon salon que vous voyez comme ça, c'était rempli, les pommes étaient étalées. Il y a d'autres même qui cherchaient à rentrer dans ma chambre pour aller sous le lit. Mais heureusement, l'État a pris toutes les dispositions et on a vite maîtrisé la situation. Pour l'instant, la sûreté urbaine de Conakry est placée sous une sécurité renforcée. Économie, une étude sur les redevables professionnels des 5 communes de Conakry vient d'être réalisée par le ministère délégué au budget avec un appui financier de l'Union européenne. Les enquêtes ont porté sur plus de 50 000 individus. Elles visent à mobiliser plus de ressources fiscales à la Direction nationale des impôts. Reportage Amadou Touré. Le ministère délégué au budget reçoit officiellement les résultats du recensement des redevables professionnels des 5 communes de Conakry. C'est une démarche initiée par la Direction nationale des impôts dans l'ambition d'améliorer la collecte fiscale, de lutter contre la corruption, la fraude et de développer l'équité face à la responsabilité fiscale. Les enquêteurs qui étaient sur le terrain étaient équipés de smartphones qui permettaient de faire un questionnaire saisi en direct. Ensuite, il y avait un GPS qui permettait de faire la géolocalisation. Ces données étaient transmises automatiquement en temps réel et intégrées journalièrement dans un serveur qui collectait une base de données. Et c'est cette base de données que nous avons remise aujourd'hui au directeur national. Hier, nous étions dans des dispositions rudimentaires. Aujourd'hui, ce dispositif que l'on vient de nous donner va augmenter la performance de la Direction nationale des impôts. Ça veut dire que nous pouvons, par n'importe quel contribuable, ça nous permet de lutter contre la fraude et l'évasion. Les enquêtes ont porté sur 50 411 individus, mais surtout des professionnels ayant des propriétés immobilières. Il y avait un problème d'identification et de localisation des contribuables. Ceux qui sont identifiés risquent de payer cher à la place de beaucoup d'autres qui passent entre les mailles. Le fait de pouvoir aujourd'hui recenser toutes les infrastructures, les bâtiments notamment, au niveau des 5 communes de Conakry, et de les localiser et de voir quelles sont les activités qui se mènent à l'intérieur et quels sont ceux qui mènent ces activités, permet aujourd'hui à la Direction nationale des impôts d'avoir une base de travail qui puisse lui permettre de voir clairement qui fait quoi et qui peut être fiscalisé jusqu'à quelle hauteur. Ces enquêtes ont été réalisées grâce à l'appui de la Direction nationale de la statistique. Elles s'inscrivent dans l'application du projet d'appui à la réforme fiscale. Autonomisation des femmes, la préfecture de Dubrika a une nouvelle mutuelle communautaire de croissance MC2. Cette initiative du chef de l'État, parrainée par Afriland First Bank, vise à lutter contre la pauvreté en Guinée. Compte rendu Ali Badra Kondé. Après l'inauguration de la MUFA de Dixine par le président de la République en compagnie de la première dame de la République, Adjidjene Kondé, la population de la commune urbaine de Dubrika a à son tour bénéficié de l'implantation d'une nouvelle mutuelle communautaire de croissance MC2. Une initiative du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, en partenariat avec Afriland First Bank, ceci dans le souci de mettre en place une politique d'autonomisation et de protection sociale des populations à la base, notamment des couches vulnérables. Les sages, les jeunes et les femmes de Dubrika félicitent et encouragent le gouvernement guinéen et tous les partenaires du développement de la Guinée qui consacrent leur talent auprès de notre bâtisseur, le professeur Alpha Condé, dans les efforts de mise en œuvre de son vaste programme de société en faveur des femmes et des jeunes. La mutuelle communautaire de croissance MC2 de Dubrika comptait 250 mutualistes en août dernier et aujourd'hui la MC2 a à son actif plus de 802 mutualistes. Un exploit encouragé. Avec le président Alpha Condé, ce n'est pas seulement la Guinée en tant que pays qui est de retour.
mais c'est l'ensemble des jeunes et des femmes de Guinée qui sont de retour. Et ils ont véritablement pris leur destin en main, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Afriland First Bank, par ma voix, se réjouit d'avoir été associé à ce projet de lutte contre la pauvreté en République de Guinée. La représentante de la première dame de la République a exhorté la population de Dubreka à une bonne gestion des fonds. Cette microbanque fait aujourd'hui la fierté de la femme guinéenne. Le président de la République, son Excellence, le professeur Alpha Condé, rêve de faire la Guinée un beau pays, un pays qui a fait de la pauvreté une histoire ancienne, un pays dans lequel chaque citoyen est digne et responsable. Pour un départ, Afriland First Bank a mis à la disposition de cette MC2 de Dubreka un montant de 500 millions de francs guinéens comme fonds de départ, histoire de lutter contre la pauvreté en République de Guinée. Éducation, 41 bénéficient de bourses professionnelles et techniques au Royaume du Maroc. Ils se sont envolés ce matin pour le Royaume chérifien afin de renforcer leur formation dans les filières du tourisme et de l'hôtellerie. Reportage Abdoukarim Kamara. Jamais 203. Avec cet autre convoi d'étudiants, l'enseignement technique guinéen suit son petit bonhomme de chemin pour renforcer sa qualification. Ils sont 40, dont 15 filles, à bénéficier d'une formation technique et professionnelle en hôtellerie et tourisme pour les 3 prochaines années au Maroc. Ces gens-là, ils vont à titre d'étudiants, stagiaires, formateurs, c'est-à-dire ils vont pour être formés, ils viendront pour former. Parce que vous avez vu, avec toutes ces infrastructures-là, il faut un personnel compétent. Et ce personnel compétent, nous voudrions que ce soit le jeune Guinéen. Ces étudiants sont les 20 premiers des écoles de gestion, comptabilité, ANSAG et tourisme, hôtellerie, Sainte-Fote. Au Royaume chérifien, ils seront formés dans des filières comme l'agence de voyage, la cuisine, la pâtisserie, boulangerie ou encore la gestion hôtelière. Je vais pour une mission. La mission de représenter mon pays, ça je l'assumerai avec vraiment toute l'énergie qui serait à moi. Et à mon retour ici, je compte vraiment servir mon pays et vraiment pour apporter ma pierre angulaire au développement de ce pays. Pour le ministre de l'enseignement technique, la sélection de ces boursiers ne souffre aucune magouille. Le processus de sélection de ces jeunes stagiaires qui vont au Maroc se fait selon des critères très précis que nous partageons avec le Maroc et sur lesquels nous sommes intransigeants. Ce sont les 10 premiers, enfin les premiers en fonction de la capacité d'absorption du Maroc de chacune des filières concernées, soit c'est un concours. En dehors de ça, il n'y a aucune possibilité d'intégrer ce groupe de boursiers. Je le dis parce que nous avons eu affaire très récemment à des infiltrations. Nous sommes en train d'enquêter sur la manière dont ces gens ont été infiltrés. Les parents doivent savoir qu'il est vrai que des cadres du département qui ont été impliqués dans ces infiltrations seront sanctionnés, mais eux, parents et eux, jeunes, en tant que corrupteurs, seront également inculpés. Donc, il est très important que ce genre de pratiques cessent. Et si vous donnez de l'argent pour que vos enfants aillent à l'étranger, en tout cas au ministère de l'enseignement technique, ça sera de l'argent jeté par la fenêtre. Ce 3e contingent d'étudiants guinéens arrive dans le cadre d'un partenariat entre la Guinée et le Maroc. Auparavant, 2 convois composés de 170 boursiers avaient bénéficié d'une formation pour les futures écoles d'art et métiers. Et puis, éducation toujours, les élèves ont repris le chemin de l'école hier. Le département a procédé à l'ouverture des écoles professionnelles et des universités. De nouvelles dispositions sont prises cette année. Pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Lansana Silla. Il est le directeur national de l'enseignement supérieur privé. Bonsoir M. Silla. Bonsoir madame. Vous avez envisagé de nouvelles mesures cette année pour la réussite de l'année universitaire. Oui, exactement. Et pour cette rentrée universitaire, le département du système éducatif en général a pris de nouvelles dispositions. Mais d'abord, je voudrais souligner que la lutte contre la maladie hémorragique à virus Ebola est une occupation permanente du système éducatif. Et nous avons l'avantage de n'avoir pas enregistré aucun cas d'Ebola dans nos établissements. Durant l'année écoulée. Durant l'année écoulée. Et les mesures sont renforcées pour éviter
tout cas de contagion. Et quelles sont les nouvelles mesures que vous avez envisagées cette année? Les nouvelles mesures, c'est d'abord le Joliba. Le Joliba. C'est-à-dire? C'est un logiciel qui permet l'orientation en ligne des nouveaux bacheliers. Ça, c'est la première nouveauté. La seconde nouveauté, le système éducatif, c'est l'envoi des bacheliers dans l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Vous avez mis un accent particulier sur l'enseignement technique et professionnel. Oui. Est-ce que vous avez largement communiqué sur le sujet avec les étudiants? Eh bien, nous avons communiqué, mais pas suffisamment. Nous sommes en train, parce que c'est un processus, une procédure qui commence. Alors là, ils seront suffisamment informés, et dans toutes les langues, même nationales, puisque les parents sont intéressés de savoir comment est-ce que le processus d'orientation, n'est-ce pas, se déroule. Mais je voudrais ajouter, si vous voulez bien, madame, que les dispositions sont prises non seulement sur le plan de la sécurisation, n'est-ce pas, de nos établissements, de tous ordres, mais aussi que les lieux sont vraiment assainis. Et les professeurs sont tous déjà mobilisés avec des programmes bien déterminés. Pour le programme Joliba, comment vous comptez divulguer ces informations? Il y a une communication qui sera faite. Aujourd'hui, nous ne faisons qu'informer que l'orientation se fera en ligne à partir de cette année. Nous avons 5000 bacheliers qui doivent être orientés à l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aussi, il y a des avantages qui sont liés à ça, puisque les étudiants, les bacheliers en général, ne s'orientent pas à l'enseignement technique, alors que l'enseignement technique et la formation professionnelle constituent la deuxième priorité du gouvernement après l'éducation de base. Donc des avantages sont liés à ça pour les bacheliers qui décideraient de s'orienter à l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il y a des avantages financiers, il y a aussi d'autres avantages tels que ceux qui sortiront de diplômés en BTS de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et les licenciés des institutions d'enseignement supérieur auront la même hiérarchie, de façon, disons, temporaire ou transitoire en tout cas. Merci, M. Lansana Sylla, pour ces précisions. Oui, je vous remercie, madame. Parlant justement d'éducation, une rencontre vient de se tenir entre les cadres du ministère de l'enseignement préuniversitaire et des coopérants allemands. Il s'agissait de faire le point sur les projets financés par la BMZ. Compte rendu, Fatimatou Diallo. Ces experts de la coopération allemande échangent avec les autorités guinéennes autour du projet de promotion de l'éducation de base en Guinée. Ce projet est financé par le ministère allemand de la coopération. Il s'étendra sur 4 ans et couvre les régions de Farana, Mamou et Labé. L'objectif était d'un côté de présenter ce que nous avons fait depuis qu'on a commencé avec les perspectives. Il y aura une augmentation du budget qui sera bientôt annoncée à travers le ministère de coopération et développement en Allemagne. Nous avons aussi parlé de notre contribution à la lutte contre la fièvre à virus Ebola par la dotation du savon de valeur de 190 000 € qui sera distribuée à partir de demain, après-demain, dans la région de Mamou et dans 3 préfectures Labé. À cette rencontre, la question liée à la formation initiale et continue des enseignants est débattue. Le partenariat entre le ministère de l'enseignement préuniversitaire et la coopération allemande a renforcé l'accès à l'éducation de base, à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Je pense que nous avons ici, avec la coopération allemande, une
action positive. Positive dans le sens qu'elle va nous permettre de prendre en compte tout ce qu'il y a comme chose fondamentale au niveau de notre école. Je voudrais ici, au nom du gouvernement, comme je disais tantôt, les remercier et les rassurer que cette action va être une action salutaire, et puis nous allons faire en sorte que les fonds qui vont être mis à la disposition de l'école guinéenne soient étudiés de façon efficiente et qu'elles puissent servir véritablement à ce sur quoi nous sommes en train de travailler aujourd'hui, notamment à la formation des formateurs. Dans les années à venir, le projet va élargir sa zone d'action. L'objectif est d'intégrer de nouvelles thématiques pour favoriser la promotion de l'éducation de base en Guinée. La République fédérale d'Allemagne a célébré hier 9 novembre la fête de sa réunification. L'on se rappelle que tout est parti de la fameux mur de Berlin il y a de cela 25 ans. À cette occasion, un cocktail a été organisé par l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée. Plusieurs personnalités ont répondu à l'invitation. Marie-Angélique Bangoura. Amis, collaborateurs, partenaires répondent à l'invitation pour célébrer la fête anniversaire de l'unification de l'Allemagne. Ils échangent sur différents sujets, mais le plus important reste l'Allemagne, ses acquis, son développement, sa coopération avec la Guinée. L'unification allemande correspond au regroupement des États au sein d'un même pays. Les 25 ans de l'unité se présentent aujourd'hui comme histoire de succès. Beaucoup de défis économiques et sociaux ont été surmontés. Aujourd'hui, l'Allemagne prospérant est ancrée au cœur de l'Europe comme pays membre fiable et engagé de l'Union européenne, assumant ses responsabilités pour l'ordre global de notre monde commun. À Malte, dans la région allemande, un sommet important se prépare. Il doit accueillir des experts africains et européens pour trouver des solutions à la migration en général. Une situation qui préoccupe l'Allemagne. 750 000 migrants sont arrivés en Allemagne cette année et peut-être le nombre s'augmenterait jusqu'à 1 million. Mais c'est également évident qu'un tel influx illimité de migrants risque de surmener aussi les ressources et les capacités de l'Allemagne. C'est à l'Union européenne dans l'ensemble et à la communauté internationale de trouver des réponses aux défis du phénomène de migration, en même temps à la protection de ces réfugiés, aussi la réaction à la migration pour des raisons économiques et le combat contre les promoteurs du trafic d'êtres humains. À l'occasion de cette fête, la coopération guinéo-allemande est aussi à l'ordre du jour. Cette coopération a permis aujourd'hui aux deux pays de réaliser plusieurs activités de développement. L'Allemagne nous assiste pour le respect des droits des femmes. La preuve en est que l'année passée, le premier prix franco-allemand a été octroyé à une femme qui se bat dans la promotion et dans la protection des femmes. Donc l'Allemagne est un partenaire privilégié du département de l'action sociale et il nous accompagne beaucoup, et surtout dans la lutte contre les violences faites aux femmes. L'Allemagne est toujours du côté des femmes de Guinée. Le 9 novembre 1989 marque la chute du mur de Berlin, une période où les pays de l'Allemagne de l'Est et les pays de l'Europe de l'Est réclament leurs droits et leurs libertés. Une fois encore, l'Allemagne célèbre cette victoire. Justement, parlant des violences faites aux femmes, une autre affaire de viol fait écho à Mandiana. 4 jeunes hommes ont abusé d'une fillette de 14 ans, un viol collectif qui révolte les citoyens de la localité. Les présumés auteurs sont actuellement à la gendarmerie de Mandiana dans l'attente de leur procès. Reportage Janus Mandialo. C'est l'une des prochaines affaires inscrites dans l'agenda de la justice ici à Mandiana qui suscite beaucoup de commentaires dans la cité. Une jeune fille de 14 ans victime de viol collectif à Faranidou, village situé dans la sous-préfecture de Koundian. Les présumés violeurs, ce sont eux. 4 jeunes du même village que la victime. Un d'entre eux est l'amant de la fille. Il aurait invité ses 3 autres amis à se joindre à lui sans le consentement de sa petite amie. L'acte a eu lieu la veille de la fête de Tabaski. Nous sommes vraiment, on regrette d'avoir commis ce acte aujourd'hui. Il y a eu une relation en première position entre la fille et moi. Donc je peux dire qu'elle évolue avec moi. Il y a de cela Lurette, c'est ma concubine. Ensuite les autres camarades ont fait la même chose. Leur arrestation a été rendue possible grâce au frère de la victime qui a décidé il y a une semaine de porter plainte à la gendarmerie de Mandiana. Aussitôt une enquête est ouverte. 3 jours plus tard, les présumés auteurs du viol sont arrêtés
après s'être rendus eux-mêmes à la gendarmerie suite à la convocation qui leur a été adressée. Dès qu'on reçoit des plaintes manuscrites, vraiment le service se met à d'arrache-pied pour arrêter les auteurs. Donc les 4 personnes ont été arrêtées et immédiatement nous avons procédé au PV pour les déposer à la justice. Nous avons informé aussi monsieur le juge de paix qui nous a instruit de faire les PV pour les transférer à la justice. Vendredi prochain aura lieu leur procès à la justice de paix de Mandiana. Santé, la Guinée a célébré ce 10 novembre pour la toute première fois la journée mondiale de lutte contre les hépatites. Bien qu'elle soit peu connue, cette maladie requiert l'attention des acteurs de la santé, d'où le thème « Prévenir l'hépatite, agir maintenant ». Un thème évocateur pour sensibiliser les professionnels de la santé sur les modes de transmission et de prise en charge de la pathologie. Des précisions avec Adiatou Bari. En Guinée, les hépatites sont encore une pathologie méconnue. Pourtant, elles tuent plusieurs personnes dans le pays. Les hépatites sont transmissibles. On retrouve le virus dans beaucoup de sécrétions, telles que le lait maternel, telles que la sueur, le sperme, dans les sécrétions sexuelles. Donc la transmission est directe d'individu à individu. Et aussi, on peut attraper l'hépatite à travers les instruments souhaits, dans le cadre des infections nosocomiales. Nous avons plusieurs types d'hépatite. Le plus virulent, c'est l'hépatite B. Parmi les personnes exposées au risque de contamination des hépatites figure le personnel soignant. Réunis en nombre, médecins, techniciens de labo et infirmières suivent avec attention cette présentation sur la maladie. Le mode de prévention, de transmission et de traitement sont les principaux points expliqués. Il a été constaté que cette maladie est en train d'évoluer à bas bruit dans notre environnement, surtout qu'il n'y a pas d'études spécifiques chez nous. Donc nous sommes dit, pour que l'on puisse cerner mieux ce problème, il faut commencer par les professionnels de la santé qui ont la connaissance sur les hépatites et qui pourraient aider les communautés à mieux cerner les dispositions à prendre dans le but de la prévention de cette maladie. À partir vraiment de cet exposé, je chercherai à convaincre toute personne qui est malade, surtout, de venir à l'hôpital à temps. Pour que le dépistage, je ne le souhaite pas, mais si ça arrivait, que la prise en charge soit vite faite. À travers cette première célébration de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites, de nouveaux plans sont définis par les acteurs. Encourager le dépistage chez les porteurs chroniques du virus, faciliter l'accès aux soins des porteurs chroniques du virus, nouvellement dépistés ou non, renforcer la prise en charge psychologique des personnes touchées et enfin multiplier les informations à tous les niveaux sur les hépatites. Aujourd'hui, l'une des stratégies de riposte aux hépatites envisagées par les autorités sanitaires est la vaccination, une manière de briser la chaîne de transmission du virus dans le pays. Et puis cette note de la HAC avant de refermer cette édition relative à la mise en demeure du journal Le Patriarche et la suspension pour 3 mois du journaliste André Gaston Morel, directeur de publication, déclare la suspension de M. André Gaston Morel, directeur de publication du journal Le Patriarche, pour une durée de 3 mois et ce dans toutes les entreprises de presse écrite et audiovisuelle exerçant en République de Guinée. Ordonne la mise en demeure du journal Le Patriarche pour présenter ses excuses à ses lecteurs et reconnaître la violation des droits en vigueur. Cette mise en demeure sera exécutée à la reprise dans la première parution du Patriarche après les 3 mois de suspension. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République et notifiée à toutes les associations de presse. Conakry le 10 novembre 2015 pour la Haute Autorité de la Communication, la présidente Martine Condé. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.